Je m'appelle Manon Dubois. J'ai 34 ans et je vis dans un petit appartement pas très loin de la maison où j'ai grandi. Pendant 5 ans, j'ai versé presque chaque euro que j'avais de côté pour rembourser une seule chose, le crédit immobilier de 450 000 € de la maison de mes parents. J'ai toujours pensé que lorsque le dernier virement passerait, il y aurait ce moment spécial. Peut-être un simple dîner. Peut-être mon père me disant qu'il était fier de moi pour avoir empêché la banque de saisir la maison. Au lieu de cela, j'ai reçu un coup de fil. Il n'a même pas pris la peine de faire la conversation. Je sais que tu as soldé le crédit, a dit mon père. La totalité, mais nous offrons la maison à ton frère comme cadeau de fin d'études. Je me souviens avoir fixé le mur, le téléphone collé à l'oreille, pensant avoir mal entendu. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a continué, et tu n'es pas invité à la fête. Je ne veux pas que tu viennes gâcher son grand jour avec ton mauvais esprit. Ma bouche est devenue sèche. Mon frère s'était laissé porter pendant toutes ses études alors que j'enchaînais les heures supplémentaires pour que cette maison tienne debout. Et maintenant, c'était moi le problème. J'ai demandé à mon père s'il était sérieux. Il m'a dit d'arrêter de tout ramener à l'argent. Il a dit que la famille devrait être heureuse les uns pour les autres. Puis il a raccroché. Je suis restée assise là, à écouter la tonalité, jusqu'à ce que je me tourne finalement vers la seule personne qui connaissait la vérité sur ces paiements et lui demande « Tu veux leur dire ou c'est moi qui le fais ?» 3 jours plus tard, le grand jour de mon frère ne ressemblait plus du tout à une fête. Avant de vous raconter comment tout s'est effondré lors de cette soirée, faites-moi une faveur. Si vous vous êtes déjà senti comme l'invisible de votre propre famille, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Votre soutien aide plus de gens à entendre ce qui se passe vraiment quand l'enfant responsable arrête enfin de se taire. Il fut un temps où une telle nouvelle m'aurait frappé tout aussi fort et j'aurais quand même ravalé ma fierté, souri et insisté pour dire que j'allais bien. Ce réflexe n'est pas apparu du jour au lendemain. J'ai grandi dans une maison à un étage dans une rue calme de Clermont-Ferrand. C'était la seule constante dans tous mes souvenirs. Elle n'avait rien de spécial pour les autres, mais c'était la toile de fond de chaque anniversaire, chaque porte claquée, chaque discussion tardive. Mon père, Gérard Dubois, avait lié sa fierté à ce toit. Il tenait un petit garage automobile à la périphérie de la ville et aimait se voir comme l'homme qui permettait aux autres familles de continuer à avancer. À la maison, cependant, la plupart de son attention coulait dans une seule direction. Mon frère cadet, Lucas Dubois, était l'avenir dont il parlait. Même quand l'avenir n'était qu'une maison usée et une entreprise qui restait à peine à flot, ma mère, Chantal Dubois, naviguait entre nous, cuisinant, payant les petites factures, apaisant les choses quand les esprits s'échauffaient. Avec moi, elle supposait que je me débrouillerais. Avec Lucas, elle supposait que le monde lui ferait de la place. Dès le début de mon adolescence, j'avais appris à ne rien demander. S'il y avait de l'argent pour un voyage scolaire, il allait à mon frère. S'il y avait un nouveau blouson, il l'avait en premier. Ils me traitaient simplement comme si je n'avais besoin de rien de leur part, et je me suis adaptée. J'ai étudié, pris tous les petits boulots que je pouvais trouver, et me suis concentrée sur la construction d'une vie qui ne dépendait pas de mes parents. Quand je suis partie pour l'université puis pour travailler, ce schéma s'est durci. J'ai pris tous les emplois que je pouvais obtenir, puis j'ai finalement décroché un poste qui payait assez pour me laisser respirer. Je louais de petits studios, conduisais des voitures d'occasion, cuisinais chez moi et me disais que l'indépendance valait plus que toute aide que ma famille aurait pu offrir. De retour à Clermont, le garage de mon père a commencé à battre de l'aile. Les affaires ont ralenti. Une réparation coûteuse sur son propre équipement a anéanti un mois de bénéfices. Un hiver rude a poussé les clients à repousser tout ce qui n'était pas urgent. Le crédit immobilier a pris du retard. Les pénalités se sont accumulées. Mes parents ne m'ont jamais assise pour m'expliquer, mais la tension s'insinuait dans leur voix chaque fois que j'appelais. Lors d'une visite à la maison, j'ai ouvert le mauvais tiroir dans la cuisine et j'ai trouvé une épaisse pile d'enveloppes avec le logo de la banque en haut. Aucune n'avait été ouverte. Debout là avec ces lettres dans mes mains, j'ai compris à quel point ils étaient proches de perdre le seul endroit stable que nous ayons jamais eu. Je savais aussi combien il serait facile de refermer le tiroir, de retourner à mon appartement et de les laisser affronter ce qui allait arriver. Au lieu de cela,
Je suis allée dans mon ancienne chambre, je me suis assise au bord du lit et j'ai fait les comptes. Je savais ce que je gagnais et ce que je pouvais réduire. Il était évident que si je versais une énorme partie de chaque salaire dans ce prêt, ma propre vie ralentirait. Les promotions et les augmentations iraient dans la maison de quelqu'un d'autre au lieu de mon épargne. Les voyages et les petits luxes appartiendraient à d'autres personnes. Je les choisis quand même. Les paiements ont commencé discrètement. Chaque mois, l'argent quittait mon compte et grignotait un solde qui n'avait pas mon nom en haut. Mon père parlait davantage de s'accrocher à la maison familiale, le présentant comme sa détermination, son sacrifice. Ma mère me remerciait par de petits gestes privés, un repas quand je visitais, un message disant qu'elle m'aimait, mais elle ne l'a jamais poussé à admettre ce que je faisais vraiment. Quand les choses sont devenues particulièrement instables, un parent est intervenu pour s'assurer qu'une mauvaise année n'anéantirait pas tout. Mon oncle Marc a aidé mes parents à signer un ensemble de papiers chez le notaire qui liait la maison et le prêt à un arrangement plus protégé tant que les paiements continuaient d'affluer. Mon nom apparaissait dans ces pages, lié aux responsabilités que je portais déjà et à des droits auxquels je pensais à peine. Je me disais que c'était suffisant de savoir que mes parents pouvaient dormir sans se demander si une lettre dans la boîte aux lettres allait leur prendre leur maison. Pendant longtemps, j'ai cru que les jours après avoir commencé à envoyer ces gros paiements se fondaient dans une routine étroite. Travail, factures, virements, et puis une petite vague de soulagement chaque fois que je voyais le solde du crédit diminuer. Je n'arrêtais pas de me dire qu'une fois la dette partie, les choses entre moi et mes parents ressembleraient enfin plus à du respect qu'à une obligation. De mon appartement, je regardais la ville traverser ses saisons. La neige se transformait en gadoue. Les arbres devant ma fenêtre devenaient orange et rouge avant de se dénuder à nouveau. Chaque changement à l'extérieur correspondait à un autre relevé classé dans une boîte sous mon lit. La preuve que je soutenais toujours une maison dans laquelle je ne vivais pas. Les week-ends, je retournais dans la vieille rue. Rien en surface ne semblait différent. Le crépi avait toujours besoin de peinture. La marche d'entrée grinçait toujours. À l'intérieur cependant, je sentais le fossé se creuser. Mon père parlait davantage de la dureté de son combat pour garder l'endroit, de combien il avait sacrifié, de sa fierté que la maison familiale soit toujours à notre nom. Mon rôle restait non dit, rangé dans le même tiroir où il gardait les lettres de la banque. Quand la dernière année d'université de Lucas a commencé, tout dans cette maison a basculé vers lui. Les appels téléphoniques tournaient autour de ses cours et de ses projets. Ma mère a demandé si je pouvais venir à sa remise de diplôme parce qu'elle voulait des photos avec ses 2 enfants. Mon père a prévu une fête et l'a appelé le nouveau départ dont la famille avait besoin. À ce moment-là, le crédit était presque remboursé. Je savais combien de paiements restaient et je pouvais déjà imaginer le moment où le dernier passerait. Dans ma tête, c'était simple. Nous nous réunirions dans la cuisine. Mes parents ouvriraient la lettre de la banque et nous partagerions tous les 3 la même compréhension de ce qui avait été sauvé et qui l'avait sauvé. Je ne m'attendais pas à un discours. J'espérais juste de l'honnêteté. La réalité qui a suivi n'a rien eu à voir avec ça. Il n'y a pas eu de scène dans la cuisine, pas de soulagement partagé. Il n'y avait que le fait brut que le prêt était enfin soldé et le sentiment que mes parents avaient prévu une célébration qui ne m'incluait pas dans une maison que j'avais ramenée du bord du gouffre. L'idée que quelque chose clochait profondément s'est installée dans ma poitrine. Il aurait été facile de me dire que je réagissais de manière excessive, que je devrais être reconnaissante qu'il garde la maison, peu importe comment il le présentait. C'était l'histoire que je me répétais depuis des années, mais elle sonnait différemment maintenant, comme un scénario que quelqu'un d'autre avait écrit pour moi. J'ai sorti le dossier avec les documents notariés de mon placard et je les ai lus correctement. Mon nom figurait sur ces pages, lié non seulement à la responsabilité, mais au contrôle futur de la propriété. La maison n'était pas un vague héritage familial. Elle était liée à des accords et des conditions que mon père avait acceptés quand il était désespéré. Cette réalisation m'a ramené vers mon oncle Marc. Il avait poussé mes parents à protéger la maison quand les choses étaient au pire. La seule personne qui avait insisté pour que si je devais porter ce fardeau, cela devait être reconnu. Assise en face de lui à nouveau, j'ai compris qu'il avait toujours supposé que je savais combien de pouvoir ces papiers me donnaient. J'ai quitté cette réunion avec une image plus nette que je n'en avais jamais eue.
La maison que je payais n'était pas un prix que mon père pouvait remettre à mon frère parce que cela arrangeait l'histoire qu'il voulait raconter. C'était un actif ancré à mes choix, mes sacrifices et mon nom. Pour la première fois, j'ai arrêté de planifier comment maintenir la paix et j'ai commencé à considérer ce que cela signifierait d'arrêter de laisser les autres m'effacer du tableau. Le week-end de la remise de diplôme est arrivé, ressemblant moins à une étape importante pour mon frère qu'à un test de jusqu'à quel point je pouvais être rayé de ma propre œuvre. Ce vendredi soir, j'ai tourné dans la rue de mes parents et j'ai vu des voitures serrées le long du trottoir, le porche enveloppé de guirlandes lumineuses, une banderole avec le nom de mon frère au-dessus de la porte d'entrée. De l'extérieur, la maison ressemblait à une belle histoire de sacrifice récompensé. À l'intérieur, le son m'a frappé en premier. Les proches remplissaient les pièces avec des assiettes en carton et des gobelets en plastique, les conversations s'empilant les unes sur les autres. Quelques-uns m'ont prise dans leurs bras en passant, surpris que je sois venue, mais leur attention a glissé presque immédiatement. Leurs questions et leurs louanges coulaient vers mon frère sans ralentir. Alors que je me déplaçais le long des murs, des fragments de discussion n'arrêtaient pas de me parvenir. Les gens discutaient de l'endroit où il pourrait travailler, comment il aménagerait sa place, ce qu'il devrait faire du jardin une fois installé. La maison que je finançais mois après mois avait déjà été redistribuée comme son point de départ. Personne ne remettait en question la prémisse. Ils répétaient simplement la version que mes parents leur avaient offerte. Mon père dérivait à travers la foule, racontant un récit poli des dernières années. Dans son histoire, c'était lui qui avait maintenu la maison familiale, celui qui avait traversé les mois difficiles par pure détermination. Ma mère restait proche, remplissant les verres, hochant la tête au bon moment, gardant l'attention là où il le voulait. Aucun d'eux n'a mentionné les virements qui avaient effacé la dette. À travers la pièce, mon oncle Marc observait avec une tranquillité stable. Il savait exactement ce que les documents dans notre dossier disaient sur qui avait porté le crédit et comment la propriété était structurée. Maintenant, il savait aussi que mon père n'avait aucune intention de partager ce détail avec qui que ce soit ce soir. Finalement, mon père a appelé tout le monde dans le salon. Les gens se sont serrés sur le canapé et ont aligné les murs. Il s'est tenu près de la vieille cheminée et a parlé de la maison comme du cœur de la famille Dubois, de la traversée des années difficiles, de sa conviction que son fils porterait les choses vers l'avant. Puis il a dit la phrase que j'attendais d'entendre à voix haute. La maison servirait de cadeau de fin d'études à mon frère, la fondation de son avenir. Entendre cela déclaré devant une pièce pleine de parents a transformé l'appel téléphonique en quelque chose de plus lourd. Ce n'était plus juste une insulte privée. C'était une invitation pour toutes les personnes présentes à convenir que ma part ne comptait pas. Marc est intervenu avant que cette version de l'histoire ne puisse s'installer. Dans un langage calme et clair, il a rappelé à mon père que la maison n'était pas un bibelot qui pouvait changer demain avec un toast. Il a mentionné l'acte notarié qu'ils avaient mis en place quand les lettres de la banque s'empilaient, la structure qui existait parce que quelqu'un d'autre avait pris en charge les paiements. Il n'a pas utilisé mon nom, mais la connexion était assez nette pour que plusieurs regards se tournent vers moi. L'ambiance a changé de manière subtile mais perceptible. Les applaudissements que mon père semblait attendre ne sont jamais vraiment arrivés. Les gens ont commencé à s'éclipser plutôt qu'ils ne l'auraient fait autrement. Il a balayé le rappel de Marc comme un point technique, a insisté sur le fait que tout le monde savait ce qu'il voulait dire, et a laissé la soirée se terminer. Je suis rentré à mon appartement avec un type de clarté différent. Tant que je laissais mon histoire entre leurs mains, mon travail resterait à l'arrière-plan. Si une ligne devait être tracée, elle devrait venir de moi. Quelques jours plus tard, je suis retourné seul à la maison. La banderole et les lumières avaient disparu. La rue avait retrouvé son calme habituel. J'ai monté les marches du perron, glissé ma clé dans la serrure et les senti s'arrêter à mi-chemin. Le mécanisme avait été changé. Cette petite résistance disait ce que personne dans ma famille ne dirait en face. Quand la porte s'est ouverte, une fente étroite et mon frère est apparu avec des cartons de déménagement derrière lui. Il n'a pas eu besoin de faire un discours. La façon dont il est resté à moitié à l'intérieur, la façon dont ses yeux ont basculé de ma clé inutile à mon expression, portait le message assez clairement. Peu importe ce que cet endroit signifiait maintenant, il ne m'incluait pas. La porte s'est refermée avec un clic.
Je suis resté sur le porche avec une clé qui ne fonctionnait plus, et j'ai compris que mon prochain mouvement ne serait pas un autre compromis. Ce serait le début d'une limite que ma famille n'avait jamais prévu de voir. Le silence après cette porte verrouillée est rentré avec moi et a refusé de bouger. Cela ne ressemblait plus à de la confusion. Cela ressemblait à une décision que ma famille avait prise et que je voyais enfin sans excuse. La clé inutile trônait au milieu de ma table basse. Maintenant, ce n'était que du métal, un rappel de combien de ma vie j'avais versé dans une maison où je ne pouvais même pas entrer. J'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le porche, la nouvelle serrure, mon frère remplissant l'embrasure de la porte comme si cet espace lui avait toujours appartenu. L'histoire chaleureuse que je m'étais répétée sur le fait de faire la bonne chose pour mes parents sonnait creuse et fatiguée. Le matin, j'ai sorti la boîte de rangement de dessous mon lit et les porté à la table de la cuisine. Je l'ai vidée jusqu'à ce que la surface disparaisse sous le papier. Relevé, email, copie des avis de crédit, toutes les preuves que je n'avais rien imaginé de tout cela. Chaque page marquait un moment où j'avais choisi leur stabilité plutôt que la mienne. J'ai ajouté les documents juridiques que mon oncle les avait poussés à signer. Je les ai lus lentement, comme un contrat au lieu d'une faveur. Mon nom était tissé à travers les clauses, liées non seulement à la responsabilité, mais au contrôle futur. La maison n'était pas simplement un symbole familial sentimental. Elle était liée par écrit à l'argent que j'avais déjà dépensé. Pour la première fois, j'ai traité la situation comme du travail. J'ai listé ce que je ne pouvais pas changer et ce que je contrôlais réellement. Je ne pouvais pas rendre mes parents justes. Je ne pouvais pas rendre mon frère reconnaissant. Je pouvais décider où allait mon argent et comment mon nom apparaissait sur tout ce qui était lié à cette propriété. Cette liste m'a conduite chez l'avocat Maître Laurent. J'ai apporté les dossiers, je les ai posés sur son bureau et j'ai exposé la séquence sans l'adoucir. Il a suivi la trace écrite au lieu du drame familial, pointant des sections qui me permettaient de bloquer les transferts, de geler les tentatives de déplacer la propriété sans moi, et d'insister pour que toute décision formelle concernant la maison m'implique. L'entendre formuler dans un langage neutre a dépouillé le dernier morceau de doute que je portais. Sur le papier, je n'étais pas une fille émotive réagissant excessivement à une fête. J'étais la personne qui avait effacé une énorme dette et la principale bénéficiaire des garde-fous que mes parents avaient acceptés lorsqu'ils avaient besoin d'aide. J'ai appelé ma cousine, Sophie, qui travaillait dans la gestion de patrimoine et en savait plus sur les propriétés compliquées qu'elle ne l'aurait voulu. Elle a confirmé que mon père avait déjà commencé à pousser la maison vers mon frère et s'était heurté à des questions à cause de l'acte notarié. Ce n'était pas de la confusion de sa part. C'était un risque calculé basé sur la conviction que je resterais silencieuse. Plus tard, je suis passée voir notre ancienne voisine, Madame Leroy, juste en face de chez mes parents. Elle avait observé notre famille assez longtemps pour remarquer quand quelque chose de sérieux changeait derrière la version polie. Elle a compris que des enveloppes officielles ou des voitures inconnues pourraient commencer à apparaître et que ces détails compteraient. Cette nuit-là, j'ai rassemblé les papiers en pinettes, les ai glissés dans leur dossier et les ai mis sur l'étagère où je pouvais les atteindre facilement. Ils ne ressemblaient plus à de vieux documents. Ils ressemblaient à des outils. J'avais fini d'attendre que mes parents décident soudainement d'être justes. Ce qui se passerait ensuite ne dépendrait pas de leur bonne volonté. Cela dépendrait de jusqu'où j'étais prête à aller pour protéger la partie de cette histoire qui m'appartenait réellement. Au moment où ma famille élargie s'est réunie près de l'eau pour notre barbecue d'été habituel, la maison avait cessé de ressembler à une toile de fond et avait commencé à ressembler à une ligne derrière laquelle quelqu'un essayait de me pousser. Le parc se trouvait non loin d'un lac local. Des chaises pliantes encerclaient les barbecues, les enfants couraient entre les glacières et les proches échangeaient les mêmes salutations qu'ils utilisaient chaque année. En surface, c'était juste un autre rassemblement des Dubois. Cette fois, presque toutes les conversations penchaient vers mon frère. Les gens lui demandaient des nouvelles de ses entretiens d'embauche, de ses appartements, de ses projets pour les prochaines années. La maison apparaissait dans ces discussions comme un prix, attendant à la fin d'un jeu auquel il avait à peine joué. J'ai écouté mon père répéter la version qu'il préférait. Dans cette version, il avait surmonté la tension, maintenu le cap par pure volonté, et avait maintenant la satisfaction de voir son fils entrer dans un avenir sûr.
Quand les proches demandaient comment ils avaient réussi à garder l'endroit, ils parlaient de se serrer la ceinture et de croire que les choses tourneraient. Mon nom ne rentrait nulle part dans ce récit, alors il l'a laissé de côté. Ma mère restait proche de lui, remplissant les assiettes et ajoutant de petits commentaires qui renforçaient l'image. Elle disait à quel point elle était excitée de voir mon frère s'installer dans la maison, comment cela signifiait que le foyer resterait dans des mains familières. Pour quiconque écoutait, cela sonnait comme une décision simple et sentimentale. Les accords et les années de paiement restaient enterrés. Je n'étais pas venue les mains vides. Un dossier fin reposait dans mon sac, le même qui avait trôné sur ma table de cuisine pendant que je triais chaque relevé et clause. Je n'avais pas l'intention de l'agiter partout, mais je n'avais pas non plus l'intention de laisser l'histoire de mon père se durcir en fait sans aucune résistance. Quand un groupe de proches s'est assis à l'une des tables de pique-nique et que la conversation a glissé vers la maison à nouveau, j'ai senti un choix apparaître. Je pouvais laisser passer l'histoire, hocher la tête et regarder le mensonge s'installer, ou je pouvais introduire quelque chose qui ne le laisserait pas s'asseoir confortablement. J'ai sorti le dossier, je l'ai ouvert à une page qui portait mon nom à côté des termes de l'acte notarié, et je l'ai posé sur la table. J'ai regardé les yeux passer du papier à mon père, puis revenir à moi. Dans ce petit cercle, l'idée que la maison avait été un simple cadeau a commencé à se dissoudre. Les questions ont suivi, assez pour perturber le script lisse que mes parents avaient préparé. Les proches qui avaient supposé que l'histoire était simple ont commencé à réaliser qu'il manquait des pièces. Mon père a essayé de balayer cela comme des petits caractères juridiques. Ma mère a essayé de rediriger la conversation vers des sujets plus légers. L'ambiance n'est jamais vraiment revenue à la chaleur qu'il voulait. Le barbecue a continué, mais quelque chose en dessous avait changé. Quelques cousins m'ont prise à part plus tard, et de courts messages sont apparus sur mon téléphone ce soir-là. Les gens qui avaient accepté la version de mon père par défaut comprenaient maintenant qu'il y avait plus que ça, même s'ils ne le disaient pas directement. Un jour ou deux plus tard, mon frère a posté une courte vidéo. Dedans, il se tenait devant la maison, faisant un geste vers le porche et les fenêtres comme s'il dévoilait un projet fini. La légende la cadrait comme le début de sa vie là-bas et un symbole de la fierté de nos parents. Les commentaires ont afflué d'amis et de la famille, plein de félicitations et de projets de visite. En la regardant depuis mon appartement, j'ai vu une revendication publique d'un lieu qui m'avait déjà coûté plus que la plupart d'entre eux ne le sauraient jamais. Ma part dans cette histoire s'évanouissait avec chaque réaction. Je n'ai pas répondu. Je n'ai corrigé personne. J'ai fermé l'application, regardé les dossiers alignés sur mon étagère et laissé le silence dans mon appartement confirmer que j'avais fini de jouer le jeu. Dans les jours précédant la célébration de mon frère, mon emploi du temps est resté le même, mais ma concentration a changé. J'ai arrêté d'espérer des excuses de dernière minute et j'ai commencé à traiter tout ce qui m'attendait comme la suite logique de décisions que j'avais déjà prises. Les dossiers sur mon étagère n'étaient plus un encombrement d'arrière-plan. Ils étaient la limite que j'avais l'intention de tenir. Le matin de son grand jour, ma cousine Sophie a confirmé que les documents préparés par Maître Laurent étaient actifs dans tous les systèmes qui comptaient. Mes années de paiement, mon nom et l'acte que mon oncle Marc avait aidé à créer étaient maintenant enregistrés dans des endroits que mes parents ne pouvaient pas réécrire avec une histoire. Pour la première fois, la version des événements que j'avais vécus se tenait à côté de la leur dans quelque chose de plus permanent que la mémoire. Plus tard dans la matinée, un huissier de justice a monté les marches de la maison que j'avais financée. Madame Leroy les regardait depuis l'autre côté de la rue. Mes parents ont ouvert la porte en s'attendant à des invités matinaux et ont reçu à la place un avis formel que la propriété était sous procédure contentieuse. La maison ne pouvait pas être remise comme un simple cadeau tant que l'acte notarié existait et qu'un litige était actif. Les gens sur le porche ne savaient rien du favoritisme ou des discours de famille. Ils voyaient une trace documentaire et des obligations qui ne pouvaient être ignorées. Madame Leroy m'a dit que l'assurance de mon père a glissé d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. Pendant des années, il avait supposé que sa version des événements était la seule qui compterait jamais. Les enveloppes laissées dans son entrée disaient le contraire. Vers midi, une dépanneuse est arrivée pour la voiture de mon frère. Le leasing qu'il avait traité comme un symbole de son avenir facile était en retard de paiement, et il n'y avait plus personne pour couvrir discrètement le manque. Les premiers invités ont regardé dans un silence gêné pendant que la voiture était tirée de l'allée et emmenée.
Pour une fois, le coup de ses choix atterrissait là où il devait être au lieu de rouler vers moi. Cet après-midi-là, je suis retournée dans la vieille rue. Maître Laurent m'a rencontré avec une mince pile de documents. Mon oncle Marc nous a rejoints avec le dossier qui liait la maison à l'accord qu'il avait imposé quand mes parents étaient désespérés. En remontant l'allée entre eux, je me sentais nerveuse, mais je me sentais aussi résolue. Je n'étais pas là pour demander une place. J'étais là pour faire respecter celle que je tenais déjà. Mes parents ont répondu à la porte avec mon frère derrière eux. Maître Laurent a exposé la situation actuelle dans un langage calme et clair. L'accord juridique serait appliqué. La maison ne pouvait pas être traitée comme le cadeau personnel de mon frère tant que le litige restait ouvert. Tout changement de contrôle nécessiterait désormais mon consentement. Un court délai leur a été fixé pour retirer leurs affaires pendant qu'un serrurier changeait les verrous. Où ils iraient ensuite serait leur responsabilité, pas la mienne. Dans les semaines qui ont suivi, ils se sont adaptés à des circonstances qui correspondaient enfin à leur choix. Mon père et ma mère ont déménagé dans une location modeste de l'autre côté de la ville. Mon frère a partagé un appartement avec des gens qui le jugeaient sur ce qu'il faisait chaque jour, pas sur les promesses que mes parents faisaient sur son potentiel. La maison est restée là où elle avait toujours été, mais elle ne servait plus d'accessoire dans une histoire que j'étais censée applaudir. J'ai fini les réparations, j'ai rencontré Maître Laurent et Marc, et j'ai décidé comment utiliser la propriété en posant une question que j'avais ignorée pendant des années: qu'est-ce qui servirait le mieux ma vie? La réponse était simple et pratique. La maison est devenue un actif lié à mon travail et à mon nom, pas un hôtel à une version de la famille qui ne fonctionnait que si je restais petite. Une fois ces décisions en marche, j'ai pris du recul par rapport au reste. Les appels sont restés sans réponse. Les messages qui essayaient de me peindre comme cruelle ou ingrate sont restés non ouverts. J'ai dit aux proches que j'avais fini de passer en jugement dans des conversations où le verdict avait déjà été écrit. La distance semblait étrange au début, mais c'était la chose la plus honnête que j'ai jamais faite avec eux. Avec le recul, le tournant n'a pas été un simple avis d'huissier ou le bruit d'une dépanneuse. C'était le moment où j'ai arrêté de me porter volontaire pour disparaître afin que tout le monde puisse rester confortable. Rembourser ce crédit immobilier m'a montré à quel point l'amour peut être utilisé facilement pour excuser le fait de prendre. Prendre le contrôle de ce que j'ai construit m'a montré que l'amour sans respect n'est pas une dette que je dois à qui que ce soit, même si nous partageons un toit ou un nom de famille. S'il y a une chose que je veux que quelqu'un qui écoute retienne, c'est ceci: se choisir soi-même n'est pas faire du mal. Parfois, c'est la première chose véridique que vous faites pour votre famille et pour vous-même.